Merci beaucoup et merci à toi et à Parwin Patel pour cette invitation. Euh, ouais, d'abord pour me présenter un peu, je suis responsable des archives du sous-est de l'océan Indien aux Archives nationales d'outre-mer. J'ai eu la chance de travailler à Madagascar de 2001 à 2008. Et puis j'ai pratiqué le rugby longtemps en France et à Madagascar et j'ai entraîné aussi des jeunes. Voilà, voilà rapidement. Donc cette intervention vous présente l'histoire du rugby à travers le rôle particulier que cette pratique a joué dans l'histoire politique à Madagascar de la période coloniale de 1896 à nos jours. La communication s'appuie sur les travaux, enfin une bibliographie un peu restreinte. Le premier livre qui a été publié sur l'histoire du rugby malgache l'a été par Raymond Razafindra-Lambu, un ouvrage qui a été publié en 1987 de 40 pages par le ministère de la Culture et de l'Art révolutionnaire. Donc on en reparlera tout à l'heure justement parce qu'au niveau historiographique, c'est aussi très politique cette publication. Il y a également aussi bien sûr la thèse publiée d'Evelyne Combeau-Marie sur le sport colonial à Madagascar et tout un chapitre consacré au rugby, chapitre 8 me semble-t-il. Et il y a également un article de Jean-Roland Randriamaru sur l'expression. C'est un article paru dans la revue historique de l'océan Indien en 2005 sur l'expression du politique par le populaire, l'exemple du rugby à Madagascar, qui concerne surtout la période de la Première République, c'est-à-dire après l'indépendance. Voilà. Pareil, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, il y a également le livre que j'ai publié en 2023, qui s'appelle Histoire du rugby à Madagascar, chez Hémisphère Édition, voilà, qui fait 288 pages, et voilà, qui est en fait le fruit d'une longue recherche pour une exposition qui a eu lieu à Tananarive en 2021 et aux Archives nationales d'Aix-en-Provence, notamment parce qu'elle a tourné en 2023. Donc voilà un peu pour contextualiser euh, ma recherche, ce travail-là, quoi. Donc la naissance et le développement des sports athlétiques à la fin du 19e se placent dans un spectre large, la volonté d'encadrement de la jeunesse, aussi bien que les nouveaux rapports de l'individu à son corps, grâce notamment au progrès des sciences, de la médecine et de l'hygiène. En milieu colonial, comme le souligne Combeau-Marie, les sports se présentent paradoxalement à la fois comme un instrument de colonisation, instrument d'éducation, de distinction, d'intégration, d'assimilation, et comme un levier de décolonisation, espace d'association, de rassemblement, de combat et d'expression identitaire. Tout comme les Français, c'est avec le rugby que les Malgaches ont débuté la pratique des sports athlétiques et collectifs. Ce sont d'ailleurs les militaires français qui ont introduit ce sport sur la Grande Île, comme l'illustrent les photos que vous allez voir par la suite. Ils ont intégré le rugby comme préparation militaire pour les gardes indigènes dès 1900. Il est intéressant de constater que moins de 5 ans après le débarquement des troupes françaises à Majinga, 1895, le rugby débute son histoire à Madagascar, alors que pour les autres pays africains, et même dans les colonies britanniques, le football a été le premier sport collectif pratiqué, et tout en étant plus lent à se mettre en place. Voilà, le seul exemple d'appropriation aussi rapide par les indigènes, entre guillemets, est celui de la Nouvelle-Zélande, puisque constate une pratique à tes locaux. Donc ce sport collectif de combat, permettant de mettre au sol sans ménagement son adversaire, a trouvé un écho très puissant auprès d'un peuple en lutte contre un envahisseur. Dès la fin de l'année 1895, les Mena Lamba, Toges Rouges, sont en action. Ce mouvement politique insurrectionnel, né en Imérina, à Rivumam, est le symbole du premier nationalisme insulaire en réaction à la présence française. Le rugby participe à la naissance des luttes nationalistes. Les Malgaches voient dans sa pratique ou son spectacle un espace et un moyen permettant l'expression de leur corps et de leurs sentiments, tant pour les joueurs que les spectateurs, les dirigeants et les journalistes. Comme le remarque Razafidra Lambu, les couleurs choisies par le Sport olympique de Limirne, le premier club malgache, dès 1909, sont le rouge et le blanc qui représentent la royauté merne. La reine, Ranavalou III, est alors exilée en résidence surveillée à Alger, après être passée par la Réunion d'ailleurs. Ainsi, toutes les victoires contre les équipes de Vaza nourrissent la fierté nationale et elles arrivent très vite. Le SOE bat pour la première fois le bataillon, composé essentiellement de militaires, en 1911. Ensuite, pendant les années 20, viennent les victoires régulières contre le Racing Club de Tananarive, club élitiste et réservé aux Européens,
Mais les photos que vous voyez d'ailleurs actuellement, là c'est le Uva Sport, mais on a vu tout à l'heure cette équipe. Et il y a également, on le voit, des gens d'Afrique du Nord, sans doute des gens qui ont suivi des colons jusque, enfin, d'Algérie à Madagascar. Voilà. L'étude de presse de l'époque, de toutes ces années jusque toute la colonisation, il se dégage une atmosphère de violence et de passion, comme une représentation du monde colonial où le terrain devient un exutoire pour l'ensemble des acteurs du monde sportif et de la société. Une des plus belles victoires dans la mémoire collective reste sans doute celle qui eut lieu dans le cadre des manifestations de la foire exposition du progrès malgache à Tananarive, à Mahamassine, le 11 octobre 1947. Nous sommes donc en pleine rébellion et le haut-commissaire organise une rencontre de rugby entre une équipe de Tananarive et l'équipe du croiseur Duguay-Trouin. Résultat, une défaite très sèche et amère pour les marins français, sachant alors que l'essai ne valait que 3 points, 36-4 ou 33-3 d'après Raza Fidralambou. On a vu aussi passer leurs photos tout à l'heure. L'année 57, 1957, représente un sommet pour le rugby malgache. C'est celle de la fameuse tournée de l'équipe représentative de Madagascar en France, pour ne pas dire nationale donc, où se déroulent 4 matchs contre Nice, Toulon, Toulouse et le Racing Club de France à Paris. Un événement politique marque cette tournée sportive en France. Lors du passage à Toulouse, dirigeants et joueurs rendent visite au docteur Joseph Ravouang, toujours assigné à résidence suite à la condamnation dont il avait fait l'objet lors du procès des parlementaires du MDRM, accusés d'avoir déclenché la rébellion de 1947. Cette visite affiche leur soutien aux représentants du mouvement nationaliste. Sur le plan sportif, les brillantes victoires lors des 3 premiers matchs, et notamment celle contre le Stade Toulousain, marquent les esprits. À Toulouse, le 29 septembre, les Malgaches gagnent sur le score de 13-8. René Moriès, prix Albert Londres 1956, grand journaliste et grand reporter français, écrit un article qui s'appelle Le rugby d'Alécresse, où il revient sur ce match et cette équipe malgache. Il qualifie les joueurs d'amateurs absolus. Les 3 quarts de l'équipe jouent pieds nus. Et prévient qu'avec eux, il ne faut jamais laisser traîner le ballon à leur portée. Ils s'en emparent et jouent et jonglent aussitôt avec une habileté qui tient de la désinvolture et à un rythme de jeu inusité. Avec un sens de la formule certain. Il pose aussi le rôle politique du rugby malgache à cette époque. Il écrit: Le rugby est-il pour les Malgaches ou les Houves un sport national? Je ne sais. Mais ils en font une affaire d'État. L'épisode glorieux se termine tragiquement à Paris. Les Malgaches perdent le match contre le Racing Club de France et surtout, un joueur décède lors de la rencontre. Raphaël Randriambaïn, dit Mbaïn, décède à la suite d'un plaquage sur Arnaud Marxouza qui filait à l'essai. À Tananarive, l'émotion est très forte. Lorsque le corps revient, une foule gigantesque se presse pour la veillée funèbre. Tutana est là et au-delà, et se rassemble pour ce joueur de la jeunesse sportive tananarivienne d'Amboun. Le rugby a accompagné le nationalisme malgache et cette tournée tragique restera un symbole important du sens politique donné à cette pratique sportive. Le Haut-Commissariat craint alors que cet accident soit utilisé par les nationalistes pour réveiller les acteurs indépendantistes. Le rugby malgache a pris racine sur les hauts plateaux, dans les bas quartiers de la ville, collines. Si à ses débuts il comptait quelques sportmen de bonne et noble famille, surtout parmi les dirigeants, son élargissement vers les couches les plus pauvres de la population n'a jamais cessé au fil du temps, et ce mouvement n'a fait que s'accentuer après les années 60, donc après l'indépendance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais revenir sur l'épisode de la Première République et le rôle qu'a joué le rugby dans cette Première République, donc de 1960 à 1971. Euh, Jean Roland Randriamar écrit que les différents partis politiques et pouvoirs politiques s'acharneront pour le contrôle du rugby. Sous la Première République, le combat entre le Parti social-démocrate et son principal adversaire, le Parti du Congrès pour l'indépendance de Madagascar, se déroulait également sur les terrains. Les républiques ultérieures, dans d'autres conditions, illustreront à leur tour la place stratégique occupée par l'Oval dans le jeu politique de la capitale. Paradoxalement, le confinement du rugby à Tananarive va davantage renforcer son poids sur l'échiquier politique. Durant cette période, l'AFKM va soutenir le rugby à 13, dont c'est l'âge d'or, et le rugby à 15, lui, sera soutenu par le pouvoir en place et le PSD,
qui organise dès 1961. Donc, cette lutte entre le rugby à 13 et à 15 va se dérouler pendant 10 ans et jusqu'à que le pouvoir décide de publier l'arrêté qui va porter dissolution de la Fédération malgache du rugby à 13. Voilà. Juste après cette période, à partir du milieu des années 70 jusqu'en 1985, va se dérouler des épisodes tout à fait violents entre les TTS, qui signifient donc les Tanura Tonga Sign, hein, les jeunes conscientisés, euh, qui sont une mise en place par le ministère de la Population. C'est un programme de réinsertion professionnelle, en fait, euh, par des formations en menuiserie notamment, pour des anciens bagnards et de jeunes chômeurs qui étaient, dans leur très grande majorité, tous des rugbyman. Mais l'expérience dégénère très vite, et ça va transformer ces jeunes miliciens en criminels de la jeunesse révolutionnaire qui vont semer la terreur dans toute la capitale par la pratique de l'extorsion, du vol avec violence, avec des meurtres et des enlèvements. En réponse, la population tananarivienne va se tourner massivement vers l'enseignement des arts martiaux et du kung-fu en particulier. En 1980, l'école WISA, fondée par Pierre Misaël Rakutul Arizon, dit Pierre B, rassemble de très nombreux adeptes qui décident de créer des patrouilles de vigilance dans la ville. Durant l'été 84, Pierre B et son école regroupent plusieurs milliers de membres et le kung-fu devient très populaire dans les classes moyennes. Il va y avoir des séries de meurtres des deux côtés et qui vont se terminer par l'arrestation et la mort de Pierre B. Voilà, ces gens seront libérés en 1988. Donc voilà, c'est une histoire sur l'instrumentalisation des sportifs par les politiques et fréquents devoirs communs, la réponse du peuple par la pratique sportive autodéfensive puis judiciaire est très rare et d'une extrême violence. Il y a une nouvelle période pour le rugby malgache, donc c'est juste à ce moment-là, et c'est là que je parlais tout à l'heure du livre le premier livre sur l'histoire du rugby malgache. Il est publié à ce moment-là pour justement redorer un peu le blason du rugby auprès de la population, en rappelant justement sa longue histoire et sa longue et glorieuse histoire. Ensuite, à partir des années 90, il va y avoir un renouveau du rugby malgache, porté par la formation des jeunes et la coopération avec de nombreux programmes qui ont aidé à réveiller, à mettre en place une formation. Euh, et ça va assez vite porter ses fruits, puisque en 1999, en Suisse, à Yverdon-les-Bains, l'équipe nationale junior de Madagascar va devenir championne du monde du groupe D de quatrième division. C'est à ce moment-là que va être créé le haka des Malgaches, qu'ils disent Yaka, le cri. Et il est créé pendant ce tournoi-là et actuellement et depuis ce moment-là, les seniors et l'équipe nationale de Madagascar fait son Yaka lors de tous les matchs internationaux après l'hymne. Euh, et je voulais revenir sur les paroles, puisqu'ils font, le texte fait référence en fait au combat des Menalamba. Le texte est court, donc ça signifie Madagascar en position, maquis tunique rouge, coupez-les en rondelles, parce qu'ils sont de mauvaise foi, voilà. Bon, voilà, on peut aussi parler évidemment par rapport aux dirigeants de l'aspect politique par rapport aux dirigeants et de clubs et de fédérations et de ministères. Voilà, et puis rappeler aussi que lors des crises politiques récentes de 2001 à 2002, de 2008 à 2009, les rugbyman étaient présents soit du côté des forces de l'ordre, soit du côté des manifestants. Et puis voilà, je suis désolé pour les problèmes de son qu'il y a eu. J'ai terminé, je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci.